Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du lancement de la cartographie des acteurs de l'IoT en Occitanie, avec un partenariat Digital 113, IoT Valley, French Tech Toulouse, French Tech Méditerranée, Subvit, Tamine, Lidat, ADOC et la région Occitanie. Alors, pour démarrer cette conférence, nous allons pouvoir avoir un mot d'ouverture de Nadia Pelfig, vice-présidente de région en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, j'aurais aimé être avec vous aujourd'hui pour la présentation de cette cartographie. Bien sûr, j'aurais aimé être avec toi, cher Emmanuel, cher président de Digital 113 et toute l'équipe. Mais voilà, aujourd'hui, nous sommes réunis en assemblée plénière. C'est la dernière assemblée plénière où nous allons adopter un certain nombre de grands textes pour clore cette mandature. Et bien évidemment, je me devais de siéger aux côtés de notre présidente Carole Delga. Alors, aujourd'hui, cette conférence de presse est singulière, même si Digital 113 nous a habitués à cultiver l'intelligence collective. Je suis particulièrement heureuse de saluer ce travail qui est collaboratif, qui a associé la French Tech Toulouse, la French Tech Méditerranée, le cluster pôle de compétitivité avec Aerospace Valley et plein d'autres acteurs que je n'ai pas le temps de citer là aujourd'hui, mais vous allez pouvoir les retrouver au fur et à mesure. S'il y a autant d'acteurs régionaux qui se sont impliqués dans ce projet de valorisation, c'est qu'il est porteur. D'abord, l'IoT, c'est un secteur d'avenir et les opportunités sont extrêmement nombreuses et ne cessent de se développer. Il y a d'ailleurs aujourd'hui plus d'objets connectés dans le monde qu'il n'y a d'habitants et citoyens du monde. Ce sont environ 8 milliards d'objets connectés selon le guide semestriel des dépenses mondiales IDC. Les dépenses IoT devraient dépasser 1 000 milliards de dollars en 2022. Avec la 5G, avec le M2M, c'est-à-dire la communication de machine à machine, avec le Wi-Fi 6, le haut débit, les connexions à l'IoT prendront une place de plus en plus importante selon la très sérieuse enquête Cisco qui a été réalisée en 2020. L'IoT, c'est aussi pour nous, en région Occitanie, la possibilité de travailler sur des sujets que nous considérons stratégiques pour l'avenir de notre territoire, en matière d'intelligence artificielle, en matière de cybersécurité, de santé, de sécurité ou tout simplement de projection dans des domaines algorithmiques un peu compliqués, mais qui doivent pouvoir contribuer à trouver des solutions de progrès et de confort pour nous, les êtres humains, femmes et hommes de ce territoire. Alors évidemment, je suis très fière que vous puissiez découvrir cette cartographie aujourd'hui. Elle illustre notre dynamisme et notre esprit résolument fédérateur. Pourquoi une cartographie? Parce que identifier les acteurs de l'IoT en région Occitanie, c'est d'abord faciliter la coopération entre les entreprises en leur permettant de s'identifier, de mieux se connaître. Ça permet de les inciter à travailler avec d'autres entreprises de la région plutôt que d'aller chercher des compétences, peut-être moins bonnes d'ailleurs, à l'extérieur de notre territoire. Ça permet aussi de booster la R&D collaborative. Ça permet également aux citoyens de devenir des consommateurs en achetant occitan. Et vous savez que beaucoup d'entre elles, beaucoup d'entre eux, et ça a été accéléré par la crise à laquelle nous sommes confrontés, sont attachés à la capacité qu'ils ont de pouvoir mieux faire vivre leur territoire, soutenir ces emplois. Nous sommes convaincus en région Occitanie que le développement d'un territoire ne se compte pas forcément qu'en point de produit intérieur brut ou en PIB, mais bien en valeur ajoutée territoriale. C'est-à-dire s'assurer que la création de richesses en Occitanie signifie toujours un impact positif pour le territoire et ses habitants en matière d'emploi, en matière de lutte contre les changements climatiques, en somme, en qualité de vie pour celles et ceux qui vivent sur notre territoire. Dans cet objectif, il était pour nous nécessaire de doter le territoire d'un équipement structurant, en tout cas de cet outil structurant qui est cette cartographie. Ça sera un point de repère, un point de référence, aussi un moment de fierté, de cohésion de l'ensemble des acteurs occitans. Alors bravo pour cette initiative et la région des solutions est résolument à vos côtés pour pouvoir promouvoir le territoire et ses talents.
Merci Nadia Pelfig pour cette préface autour du sujet de la cartographie de l'IoT. Alors, j'ai un petit erratum à préciser puisqu'il s'agissait de l'IoT Valley et pas directement de l'Aerospace Valley, à qui je relance une invitation au passage pour venir rejoindre les partisans de cette cartographie afin qu'on puisse recouper les données et avoir la meilleure présence possible de nos entreprises. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer dans cet événement? On va parler déjà, Emmanuel Mouton, président de Digital 113 et de l'entreprise Synox, va nous présenter l'IoT. L'IoT, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça apporte dans notre quotidien? Quelle part de marché? Et puis derrière, je vais vous présenter la cartographie elle-même. Nous aurons le plaisir d'accueillir Samuel Roper, pour une analyse sectorielle autour de l'univers de la cartographie. Et enfin, nous aurons également Haddock pardon, je suis désolé, Jérôme Morel. Jérôme Morel, pardon, désolé Jérôme, qui nous parlera de l'IoT sur le territoire. Et enfin, nous aurons Angélique de Digital 113 qui viendra nous parler d'un label sur la cybersécurité autour de l'IoT qui s'appelle Smart and Secure IoT. Emmanuel, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter en résumé qu'est-ce que l'IoT. Alors déjà, en résumé, compliqué de présenter l'IoT en résumé, mais merci en tout cas, donc Olivier, merci à tous les acteurs et tout le comité de pilotage donc, de la Factory IoT d'avoir fait cette initiative. Alors là, on a des journalistes et on a des acteurs de l'IoT. Donc forcément, je pense que les acteurs IoT sur la description de l'IoT vont avoir des choses à dire, j'espère, vont être ça va peut-être ouvrir le débat sur la définition, notamment, ou sur des visions. Donc ça, c'est l'objectif aussi d'une cartographie, c'est de se regrouper et d'échanger sur quelle est notre vision de l'IoT. Alors, pour faire rapide, parce que j'ai que 10 minutes, c'est ça, Olivier? Tout à fait. Donc, alors déjà, à la Factory, on a déjà un plancher sur qu'est-ce que la définition, qu'est-ce qu'on se donnait comme définition de l'Internet des objets. Et donc, on a essayé de résumer ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans le même sens que nous, mais que c'est l'objet qui transmet ou reçoit de la donnée au travers d'un réseau, donc machine to machine, sans une intervention humaine. Pour nous, c'est ça, l'Internet des objets. C'est le fait qu'on parle d'objets qui transmettent et qui reçoivent de la donnée. Donc ça, c'est une définition importante qui structure un peu finalement, tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît, Olivier, qui structure un peu parce que historiquement, forcément, l'IoT n'est pas nouveau. Depuis, ça fait plus de 40 ans qu'on remonte des informations à partir d'objets. Notamment sur donc Coca-Cola qui a déjà fait sur des distributeurs de boissons. On était déjà dans de l'IoT, dans de l'objet connecté. En 90, on avait déjà fait du grand public sur des grille-pains qui étaient connectés aux prémices donc, de l'Internet. En 90, l'Internet arrivait à peine. On voyait que déjà en France aussi, on était précurseur de ces objets connectés, puisque Violette a lancé les Nabatag. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous avez tous eu, les lapins avec les oreilles qui changeaient de couleur, qui pouvaient raconter donc, des histoires et qui étaient vraiment des pionniers donc, mondiaux, et c'était en France. Et ce concept, finalement, a vraiment évolué. Et donc, depuis 99, on voit une évolution. Mais moi, j'avais une date qui est importante quand même, qui est une date qui est 2007, qui est la date de l'arrivée de l'iPhone. Et l'iPhone a démocratisé l'usage finalement de la mobilité, alors par le smartphone, mais pour un objet. Donc, le grand public s'est rendu compte de ce qu'on pouvait faire avec ces données. Et donc, ça a ouvert tout le champ des possibles pour les particuliers et les professionnels. Donc, vous voyez, ce n'est pas récent. Donc, qu'est-ce qui a par contre changé? Olivier, tu peux passer à la slide suivante. C'est qu'on voit une progression vraiment extraordinaire. Alors, 25 milliards d'objets connectés d'ici 2024.
Je laisserai Samuel de l'IDAT donner peut-être d'autres chiffres parce que forcément, ça dépend ce qu'on compte, ça dépend si on parle de modules connectés à Internet, si on parle d'objets qui peuvent se connecter en Bluetooth. Donc, on voit que tout le marché est très varié entre les véhicules, des thermomètres, des compteurs, des caméras. Tout objet traditionnel est connectable maintenant, donc qui permet d'avoir une vision de son environnement. Et c'est un marché qui est en progression constante, pas exponentielle. Alors là, pour être un acteur de l'IoT depuis 14 ans, 15 ans maintenant, c'est une progression récurrente, sûre, c'est une lame de fond. Et, donc, et on n'est pas sur un exponentiel. Déjà 14,5%, c'est plus que ce qui se fait, mais on voit que la part, en tout cas, entre le B2C et le B2B, parce que au niveau communication, on parle souvent donc de B2C et le CES de Las Vegas a permis de parler de beaucoup de startups qui étaient dans des brosses à dents connectées ou dans d'autres choses. Mais c'est le B2B qui va driver ça, qui va amener vraiment de la valeur. Et pour nos entreprises, il est important de voir que ce marché-là, il est porteur dans l'avenir de développement économique. On peut passer au suivant. Alors, nous, ce qu'on voit de notre expérience et en ayant partagé avec le comité de pilotage, on voit 4 enjeux fondamentaux qui structurent un peu le choix des entreprises d'aller vers le choix de l'IoT. Pourquoi utiliser de l'IoT? Pourquoi se transformer numériquement grâce aux objets connectés? Donc d'abord, c'est souvent un facteur de performance pour essayer d'améliorer un peu l'outil de production, donc sa productivité, la qualité, le suivi de qualité de l'outil de production. C'est aussi un facteur donc de rentabilité, comment on diminue les coûts. Donc c'est le cas dans le suivi de la consommation énergétique, dans la consommation de carburant des véhicules. On essaye d'avoir une remontée d'informations pour avoir des impacts qui réduisent nos coûts d'achat. C'est aussi un facteur de croissance, donc c'est des nouvelles perspectives, c'est des changements de modèle économique entre passer d'un modèle économique produit à un modèle économique service, c'est de s'ouvrir des nouveaux marchés et des relais de maintenance connectés pour des clients. Donc les entreprises cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires ou d'aller sur d'autres secteurs d'activité. Et enfin, c'est un facteur aussi de compétitivité, pour se différencier par rapport aux concurrents et d'avoir une meilleure connaissance, et ça c'est un peu le dernier point, dernière connaissance de l'expérience client, de l'expérience utilisateur. Comment nos utilisateurs utilisent les objets, parce qu'une fois qu'ils sont sur le terrain, on ne sait pas forcément, à part par des enquêtes de satisfaction, et qui ne disent pas toujours la vérité. Là, on a une vraie information du nombre de trajets, du nombre de kilomètres qui sont faits, du temps qui a été utilisé, par quelle météo a été utilisé cet objet. Donc ça, c'est une source inépuisable et très, très performante pour améliorer les services des entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme frein actuellement? C'est un frein, et c'est là où la cartographie va être pertinente, et Olivier va en parler après, c'est sur l'intégration, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a beaucoup de composants, beaucoup d'éléments qui structurent un projet d'IoT, et ça fait peur des fois aux clients, aux utilisateurs, de dire mais comment je vais assembler toutes ces composantes. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de complexité. C'est les enjeux de sécurité, la cybersécurité, les objets sont des failles. On a vu sur des attaques qui pourraient être utilisées sur des caméras vidéo, sur des véhicules qui ont été détournés. Et maintenant, dans les bâtiments, c'est des enjeux forts sur l'ouverture de portes, l'ouverture de fenêtres et des commandes, parce que maintenant, il y a beaucoup d'actionneurs qui sont connectés. Donc, la sécurité est un enjeu énorme. Les coûts de déploiement. Alors, les coûts, c'est un avantage et un inconvénient, c'est-à-dire qu'ils ont considérablement baissé. Donc, ça permet d'adresser des problématiques qu'on ne pouvait pas adresser avant. Mais par contre, ça a des enjeux dans le temps, combien ça coûte, et d'arriver à calculer le retour sur investissement. Et en fait, il y a un frein psychologique, un frein sociologique, je dirais, par rapport à la peur, donc Big Brother, à la peur de l'objet et de la donnée et des données personnelles et de ce qui en est fait. Donc ça, c'est important d'arriver à mener la confiance
pour quelles sont les données qui sont remontées, à quelle fin, etc. Passe au slide suivant. Alors, je passe rapidement, mais vous voyez la complexité dans la chaîne de valeur. Donc, pour créer un projet d'objet connecté, on part de la mesure. On part donc de qu'est-ce qu'on veut mesurer, qu'est-ce qui est mesurable, comment on transforme une donnée physico-chimique en numérique. Et donc là, ce sont tous les acteurs qui vont fabriquer des sondes, qui vont fabriquer des capteurs, qui vont permettre donc d'apporter cette information. Et donc, tout est possible. Donc, vous voyez la liste là, acoustique, débit, conductivité, fréquence. On peut, tout environnement est mesurable. Bien sûr, après, on a des capteurs. Donc là, c'est de l'électronique, c'est de la microélectronique, c'est de l'embarqué. Déjà, on a les débuts donc, de cette transformation-là, de l'intelligence qui peut être mise à ce niveau-là. On a les transmetteurs qui vont remonter, qui vont consolider, qui vont avoir aussi de la capacité de calcul donc, sur le terrain, au plus proche donc, de la captation de données ou de l'interaction avec l'environnement. On a une multitude de réseaux qui arrivent, donc forcément les réseaux cellulaires historiques, des réseaux maintenant Sigfox qui est en Occitanie, des réseaux LoRa qui arrivent, qui sont opérés ou privés, la 5G qui arrive, des réseaux qui sont plutôt proches, Wi-Fi, Bluetooth, et voire maintenant le satellite qui est aussi avec un acteur Kineis qui est local. Donc on voit qu'on a énormément d'acteurs qui sont déjà sur ces 4 premières briques. Et bien sûr, derrière, il faut du device management, du pilotage, des plateformes qui permettent donc de stocker cette donnée, de piloter les objets à distance, de gérer cette sécurité, le déploiement, etc. Et pour garantir et pour amener une donnée qui est propre, qui est eurodatée, qui a du sens pour que derrière, tout ce qu'on parle d'intelligence artificielle ne peut pas, et comme je dis souvent, on a beau avoir le meilleur algorithme du monde, si on n'a pas une donnée qui est propre, qui est eurodatée, qui a du sens, elle ne sert à rien, elle ne portera rien. Et donc l'algorithme ne permettra pas de remonter les données. Et ensuite, une fois que la donnée filant brute, on l'a transformée en information, en aide à la décision, il faut des IHM, il faut de l'expérience utilisateur, des interfaces. Et là, maintenant, elles sont multiples. Elles sont smartphones, tablettes, PC, tableau de bord de véhicules, écran donc, pour des salles. Donc tout ça, ça rentre dans comment on agit avec l'objet, comment on interagit avec l'utilisateur. Tu me dis, Olivier, si je suis trop long? Non, non, mais vas-y. C'est ton temps de parole, Emmanuel. Aucun problème. Après, donc c'est une filière qu'on a déjà identifiée, qu'on voit qui est multidisciplinaire. Pardon, elle est tellement multiple que j'en mets plusieurs. Donc, on a énormément de compétences qui agissent au niveau du capteur. Électronique, mécanique, fluidique, donc cybersécurité, robotique. On voit que tous ces acteurs-là, il fallait les identifier en région, il fallait les regrouper, il faut arriver à les faire connaître au niveau donc, de l'écosystème déjà et des donneurs d'ordre. Les réseaux sont, et là, pour les acteurs qui sont autour donc, de la visio, c'est-à-dire autour de la table, autour de la visio, ils sont de plus en plus nombreux. Hein. Maintenant, on entend beaucoup parler de la 5G, à quoi elle va servir, qu'est-ce que ça sert, c'est quoi sa spécificité dans l'IoT, dans d'autres contextes. Le LoRa, le Laraband IoT, le LTEM, les nouveaux réseaux aussi NFC, Zigbee, Chip qui peut arriver localement. Donc, on voit que c'est compliqué pour des utilisateurs finaux de comprendre et de savoir quoi utiliser. Donc, il y a une évangélisation à faire. Bien sûr, sur le traitement de données, sur le cloud, sur la souveraineté du cloud, là, on pourrait y parler pendant très longtemps et on va y revenir avec Olivier sur les acteurs que l'on a ici et sur l'IA. Et bien sûr, des acteurs dans l'UX, l'UI, parce que les écrans, comme j'ai dit, sont à différents endroits et donc il faut avoir des compétences de connaissances en fonction des personnes, en fonction des utilisateurs, s'ils sont terrain, s'ils sont industriels, si c'est des agents d'entretien, s'ils travaillent la nuit, si on travaille simplement, vous voyez, rien que dans les objets connectés, savoir les LED qui clignotent, pour savoir si elle est connectée, s'il y a la batterie encore, s'il y a un défaut. Ça, c'est une interface. C'est une interface homme-machine
Et il n'y a aucun standard, très peu de standards en tout cas, et cette normalisation, il faut qu'on l'amène, on l'apporte parce que c'est un secteur nouveau. Je vais vite pour rester dans mon timing, parce qu'il y a pas mal de slides. Quelques exemples qui sont flagrants. Alors, on a voulu montrer 3 exemples qui sont complètement différents, mais qui montrent vraiment que ça a un impact global. Pour moi, le compteur Linky, c'est l'objet connecté français par excellence parce que il est déployé à des millions et des millions d'exemplaires. Et ça, il y en a quand même peu dans le monde qui peuvent déployer ce type de compteur. Donc, il y a eu, on voit que la communication est hyper importante. On voit que la peur derrière est importante. Donc, quand je parlais des freins psychologiques, on l'a eu sur ce compteur Niki. Pourtant, quand on creuse, on sait qu'il y a très peu d'impact au niveau des radiations, puisque c'est sur du courant porteur, et que derrière, quand on sait que c'est Enedis, qui est un acteur français et souverain, il n'y a pas de crainte de revente des données. Mais c'est une excellence française à souligner. On voulait quand même mettre en avant aussi Vaonis, quand même, qui est occitan et qui montre qu'on peut faire des objets connectés pour du grand public en France et qui apporte donc des solutions intéressantes pour le côté grand public. Et la navette aussi donc de EasyMind, donc là, véhicule connecté par excellence, autonome, qui doit communiquer avec son environnement, avec donc tout ce qui est territoire intelligent. Et donc là, truffé de capteurs, truffé de technologies et d'usages qu'il y a autour des données qui vont remonter. J'ai fini mes 10 minutes, Olivier, je pense. Merci Emmanuel pour cette présentation. Avec plaisir. Donc, en tout cas, il y aura peut-être des questions derrière. Donc, par contre, les questions, s'il y en a, ça serait bien de les noter donc, sur la discussion pour qu'on puisse toutes les reprendre après. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, c'est évidemment le moment de vous présenter la cartographie, comment on a travaillé, les résultats qu'on a obtenus. Et donc, je vais commencer par le pourquoi. Pourquoi on a créé cette cartographie? Alors, c'est simple. Avec Emmanuel, quand on s'est rencontrés les premières fois, c'est quand j'ai intégré Digital 113 il y a 3-4 ans maintenant, et plus particulièrement la Factory IoT, qui était une factory qui était quasiment exclusivement, il y avait 8 ou 10 personnes, des startups qui étaient beaucoup sur Montpellier. Et à l'époque, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas bien les acteurs. Donc ça, c'est un premier point de difficulté. L'autre point de difficulté, c'est bien de vouloir les cartographier, mais comment on pourrait faire en sorte de structurer cette base de données, en quelque sorte, d'acteurs, de manière à pouvoir les valoriser, à pouvoir créer du business et à pouvoir fournir une visibilité sur le plan économique. Alors, valoriser les acteurs sur le territoire, c'est bien, mais comment arriver à mettre en évidence leur savoir-faire? Donc là-dessus, le gros travail, c'était de pouvoir définir cette typologie d'acteurs. C'est pour ça que quand Emmanuel, tout à l'heure, vous montrait toute la verticale de l'IoT, on n'a pas été à ce niveau de granularité parce qu'on s'est rendu compte que dans un bon nombre de cas, une entreprise qui fabrique des capteurs, en fait, si je prends l'exemple de Sinox, qui est assez pratique pour comprendre, Sinox propose des capteurs dans son catalogue, et quand il propose ces capteurs, c'est des capteurs communicants. Donc, ils ont déjà le transmetteur soit intégré directement au boîtier du capteur, donc dans le même composant, soit il est mis à côté parce qu'on cumule plusieurs capteurs, mais tout ça est vraiment lié. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment en phase de ce côté-là, et qu'à un moment donné, il faut arriver à structurer et à simplifier. Donc, la valorisation des acteurs, elle passait par là. Le deuxième point, et c'est extrêmement important, c'est d'avoir la notion de cette variété de technologies, de typologie de métiers que nécessite l'IoT. On a parlé de cybersécurité. Il y a de plus en plus de capteurs qui intègrent de l'intelligence artificielle. On a de plus en plus de réseaux, de types de réseaux pour communiquer à courte distance, à longue distance, avec beaucoup de débit, des faibles débits, avec beaucoup de consommation d'énergie, moins de consommation d'énergie.
Et donc tout ça, il faut arriver à bien le simplifier pour arriver à mettre les entreprises dans des cases de manière à pouvoir les valoriser le plus possible. Alors, le deuxième aspect, c'est, comme je le disais, faciliter le business. Quand on regarde toutes ces entreprises, la plupart, elles se connaissent, mais finalement, la filière est suffisamment large pour que les entreprises qui fabriquent des capteurs n'ont pas forcément les contacts avec des entreprises locales de la région qui pourraient proposer des tableaux de bord, qui pourraient proposer des outils de pilotage de ces capteurs. Et du coup, on finit par aller chercher des prestataires soit ailleurs en France, voire à l'étranger, alors que peut-être qu'à moins de 200 km dans notre belle région, on a une entreprise ou plusieurs qui proposent ce service. Donc, faire du business entre nos acteurs, c'est aussi un moyen plus efficace de pouvoir aller répondre à des appels à projets auprès de donneurs d'ordre et donc de faciliter cette visibilité auprès de tout cet écosystème auprès des donneurs d'ordre. Et enfin, une des problématiques qu'on rencontre tous, c'est d'avoir une idée de mais OK, l'IoT, c'est bien, on a des chiffres, on a montré des chiffres. Samuel vous en parlera bien mieux que nous. En fait, la difficulté, c'est que les bureaux d'études, les cabinets peuvent avoir des informations à l'échelle d'un pays, à l'échelle de la communauté européenne, à l'échelle mondiale, mais avoir de l'information à l'échelle d'une région, c'est beaucoup plus difficile si on n'est pas sur du concret et sur le terrain. Et donc, c'est une des raisons aussi qui nous ont poussé, dans les dimensions que l'on traite au niveau de chaque entreprise, à s'intéresser au chiffre d'affaires, à l'effectif de l'entreprise, à sa croissance, de manière à pouvoir mieux identifier les niveaux de performance de cette filière sur le territoire occitan. Alors, on va parler un petit peu de méthodologie, parce que créer tout ça, ça a nécessité un peu de travail. Alors aujourd'hui, sur la cartographie, on est à peu près à 143 entités, sachant qu'on en a plusieurs qui sont en attente de validation. On les a toutes analysées et vérifiées. Alors, au passage, je remercie Subitamine, l'agence que j'ai fondée il y a maintenant presque 18 ans, Sinox, qui a participé énormément puisque connaît très très bien l'écosystème de l'IoT, Sierra Wireless, qui est un acteur incontournable également, et puis LM Engineering. Tous les quatre, ces quatre entités ont vraiment mutualisé leurs ressources afin de vérifier et d'analyser toutes ces données. Et puis, je ne pourrais pas oublier Adagos, GPC System, Inforsud, Operametrix, T2I et Uniloc, qui nous ont fourni également une grosse quantité de travail pour repasser au crible l'ensemble des entreprises, pouvoir les identifier, savoir exactement dans quel cadre elles pouvaient agir, quelles étaient leurs offres, leurs services, leurs produits, de manière à avoir une cartographie la plus complète possible. Alors, tout ça, c'est bien, mais si on n'a pas l'appui des autres réseaux qui sont présents en Occitanie, c'est beaucoup plus difficile, parce que sourcer des entreprises, eh bien, on peut aller sur Internet, c'est pratique, mais ce qui est très pratique également, c'est de pouvoir s'appuyer et compter sur des réseaux. Alors, je tiens aussi à remercier chaleureusement l'IoT Valley, la French Tech Toulouse et la French Tech Méditerranée qui ont accepté de partager avec nous leur référentiel d'adhérents, de manière à ce qu'on puisse recouper les informations et de pouvoir montrer également que ces entreprises sont également membres de différents réseaux et que ces réseaux sont les meilleurs points d'appui déjà pour véhiculer de la visibilité pour ces entreprises. Donc, c'est également un projet qu'on a pu faire grâce à leur soutien. Alors, qu'est-ce que l'on met comme entreprise ou comme acteur? Comment on les définit? Alors, pour nous, le point de base, c'est déjà être une entreprise, une école ou un laboratoire. Alors, pourquoi les écoles et les laboratoires? Parce que ce sont eux qui peuvent nous fournir de réels gaps au niveau de l'innovation. Les écoles nous apportent des ressources, des nouvelles compétences, nous permettent de ne pas être à sec en termes de RH, mais les laboratoires nous fournissent parfois des brevets, parfois des nouveaux dispositifs. On a pu voir notamment, par exemple, sur Montpellier, l'Université de Montpellier travaille sur des systèmes de blindage au niveau du RFID qui permettent de pouvoir isoler une émission RFID à l'intérieur, par exemple, d'un frigo connecté, de manière à ce que quand une personne prend un aliment qui a un tag RFID dessus, dès qu'il sort de cette zone de blindage, on est capable d'identifier qu'il n'est plus dans le périmètre.
Les entreprises, aujourd'hui, on s'est limité à des entreprises qui sont auprès du greffe, c'est-à-dire que les auto-entrepreneurs, les indépendants, pour l'instant, on les a mis de côté, non pas dans le sens qu'ils n'avaient pas d'intérêt, mais dans le sens où il est plus difficile d'identifier clairement leur implication dans l'écosystème. Le deuxième point, c'est qu'il faut proposer un service ou un produit qui est directement lié aux objets connectés. Alors, comme on a pu le voir, la filière, elle a été découpée avec différentes strates. Et donc, il faut au moins que l'entreprise propose un produit ou un service dans une de ces strates, voire dans plusieurs. Et puis, le troisième aspect, qui est évidemment pour une cartographie d'une région, il faut avoir au moins un établissement dans cette région. Alors, parfois, les entreprises, si on prend Sierra, ils ont beaucoup d'établissements en France, mais ils ont quand même un établissement à Toulouse, donc on peut les intégrer dedans. L'autre point de difficulté qu'on aura à gérer, c'est de pouvoir évaluer le chiffre d'affaires ou le volume d'affaires généré par l'entité qui est sur Toulouse, par exemple, ou pareil au niveau des effectifs. Alors, je reviens sur les thématiques. Les thématiques de la verticale, comme l'expliquait Emmanuel, au départ, on peut les découper en beaucoup de strates. Nous, on a essayé de faire beaucoup plus simple. Donc, on va avoir une première thématique qui va concerner les capteurs et les périphériques, une seconde qui va concerner les réseaux et les télécommunications, une troisième, l'hébergement et le traitement de la donnée, une quatrième qui est l'analyse et l'exploitation, et une cinquième qui concerne le conseil et l'intégration. Par exemple, Sublitamine ne fabrique pas directement de capteurs, ou pas à une échelle industrielle, mais par contre peut intégrer des capteurs déjà existants dans des dispositifs IoT. Et puis, comme je le disais, ce qui est important, c'est quand même malgré tout d'avoir tout ce qui est enseignement et recherche, de manière à pouvoir faciliter la relation entre nos entreprises et les fameux labos qui peuvent nous fournir de réelles innovations pour se démarquer de concurrents étrangers ou même sur le reste du territoire français. Le deuxième aspect, ce sont les secteurs d'activité. Donc, on a, comme vous allez le voir, on a une sorte de matrice au sens mathématique. Donc, on a identifié pour l'instant 13 secteurs d'activité qui sont basés finalement sur les activités des entreprises qui sont référencées. Donc, ces 13 secteurs seront peut-être 14, 15 en fonction des nouvelles entreprises qui rentreront dans le dispositif. Et donc, on peut citer l'agriculture, l'agroalimentaire, très facile pour nous, puisque avec le programme éditorial Digital is Future de Digital 113, et la Factory IoT, on avait déjà travaillé sur une cartographie des acteurs de ces deux secteurs. Mais on a également la santé qui est très présente en Occitanie, le bâtiment, les collectivités, les industries, l'énergie, les transports, l'électronique grand public. Comme le disait Emmanuel, si on prend l'exemple de Vaonis, eh bien, il faut bien qu'on puisse le classer quelque part. Ce n'est pas du B2B, c'est clairement du B2C, mais le secteur électronique grand public a tendance à prendre une importance beaucoup plus forte. On a également pas mal d'acteurs sur le militaire et la défense, et puis la logistique, la distribution, banque assurance également. Et puis, on a une catégorie, enfin, un secteur un peu particulier qui est concept, parce qu'il y a des produits qu'on ne sait pas classifier, mais qui nécessitent quand même qui sont des produits non pas tout venant, mais qui doivent être répertoriés. Et pour ça, on a créé ce fameux secteur. Enfin, on a pris les 8 départements de la région et on a fait en sorte que chaque établissement soit répertorié au niveau des départements de manière à pouvoir dresser une cartographie à l'échelle régionale de où se situent les entreprises acteurs de l'IoT. Alors, on va parler un petit peu de l'analyse maintenant. Donc, si je regarde par répartition des acteurs au niveau des thématiques, qu'est-ce qu'on constate? On constate que très clairement, les capteurs et périphériques et analyse et exploitation sont les deux thématiques les plus largement représentées. Je précise tout de suite qu'une entreprise peut être dans une ou plusieurs thématiques. Ce qu'on a pu constater également au niveau de l'analyse des chiffres, c'est que bien souvent, une entreprise qui propose des capteurs ou des périphériques va également proposer des outils d'analyse et d'exploitation, en SaaS la plupart du temps. Maintenant, ce n'est pas forcément elle qui héberge et qui traite la donnée. Tout dépend de la typologie d'informations que remontent les capteurs, par exemple. Et puis au niveau des réseaux télécoms, comme il y a besoin de grosses infrastructures, soit on est sur du local, et effectivement, on peut mettre un certain nombre de dispositifs réseau en place sans avoir besoin de s'appuyer sur de la 3G, 4G.
Mais finalement, sur tous ces réseaux longue portée, on est quasiment obligé systématiquement de faire appel à des sociétés souvent nationales, voire internationales, qui proposent et mettent à disposition des offres de réseau. Le conseil et l'intégration arrivent juste après. Il y a pas mal d'entreprises qui proposent de l'accompagnement, qui proposent des consultants pour vous aider à mettre en œuvre de nouveaux projets. Et puis, on a l'enseignement et recherche qui nécessite pas mal de travail pour sourcer les établissements, notamment parce que les formations ne sont pas directement des formations d'IoT. Elles reprennent finalement une partie d'une compétence nécessaire à la mise en place d'un dispositif IoT. Ensuite, quand on regarde en fonction des secteurs d'activité, ce qu'on constate, c'est qu'on a 3 secteurs qui sont fortement en avance sur les autres, enfin, fortement représentés. Ce sont les industries. Comme le disait Emmanuel, le B2B pousse énormément de ce côté-là. Nombreuses sont les usines, les canaux de fabrication qui ont besoin d'évaluer la pertinence de la chaîne de production, d'évaluer les défauts, d'évaluer un certain nombre de choses qui font que l'industrie est en tête sur cette partie-là. Mais les transports sont juste derrière. On a besoin notamment dans l'aviation, dans les transports en commun, de pouvoir identifier le positionnement, l'état du matériel, faire du prédictif pour réduire les coûts, réduire les pannes. Et donc, le transport est très représenté également. Puis je viens juste en dessous le bâtiment qui monte beaucoup. Effectivement, les smart cities sont quelque chose, est un sujet très présent dans les agglomérations françaises. Et on voit bien que nos entreprises sont assez porteuses sur le sujet. L'énergie est très représentée également. Et puis vient juste en dessous la santé, l'agriculture qui monte. Alors, je pense qu'il y a des problématiques sur l'agriculture qui seraient intéressantes d'analyser. Sans doute peut-être que là, le frein lié au coût peut venir, puisqu'on sait que c'est un secteur qui est souvent en difficulté. On en parle souvent aux informations. Est-ce que l'investissement n'est pas un frein pour que ces agriculteurs passent à ce niveau-là, sachant qu'ils ont déjà des investissements assez importants au niveau de leur machine agricole? C'est une possibilité. Les collectivités sont aussi très représentées dans les offres qui sont adressées en termes de cibles. Et puis, on a après l'électronique grand public qui arrive quand même malgré tout relativement sur la fin. Le militaire qui est pour le coup très présent sur Toulouse, moins sur Montpellier, enfin sur Toulouse ou la partie Haute-Garonne. On va voir juste après la répartition entre les départements. Donc justement, parlons de la répartition des acteurs sur les départements. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a une grosse fracture entre la Haute-Garonne et l'Hérault qui captent près de 89% des acteurs, et puis parfois certains départements qui n'ont même pas encore d'acteurs identifiés. Alors, on en parlait avec Jérôme Morel pas plus tard qu'hier soir. La grosse difficulté, c'est quand une entreprise n'est pas dans un réseau, n'est pas associée à des groupes d'entrepreneurs. Bah, du coup, il est beaucoup plus difficile de les identifier. Parfois, on peut voir des sociétés émerger entre guillemets de nulle part, alors qu'elles font 15, 20, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Simplement, ils faisaient leur business de leur côté sans être dans des groupes d'entreprises, et donc il est beaucoup plus difficile de les identifier. Alors voilà, on constate effectivement que la Haute-Garonne, avec notamment le pôle de la Beige qui regroupe toutes les entreprises de l'IoT Valley, qui regroupe aussi Aerospace Valley, bah, draine énormément d'entreprises. Mais on voit bien également que l'Hérault avec Montpellier bah, est un fleuron également sur la partie création d'entreprises et émergence d'acteurs dans le secteur de l'IoT. Alors, de notre côté, on s'est un petit peu amusé aussi avec les chiffres parce que ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on récupère des données de l'INSEE, on est capable finalement d'aller un peu plus dans de la veille économique et de se rendre compte, de pouvoir créer des rapports. Près de 89% des acteurs de la filière ont plus de 6 ans d'existence. Alors, Emmanuel, je crois que tu es dans ce cas de figure. En fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'il y Vieux a… et jeune dans la tête, c'est ça. Oui, évidemment. Donc, on voit bien qu'il y a quand même malgré tout pas loin de 10% de jeunes entreprises
Et ça, c'est quand même assez important parce que c'est une filière qui se renouvelle avec des nouveaux acteurs. Comme disait Emmanuel, il y a plein de nouveaux standards qui apparaissent régulièrement et donc il y a des opportunités d'affaires assez importantes. On voit que malgré tout, il y a quand même 47% d'entreprises qui ont plus de 10 ans. Donc, on parle de sociétés qui ont atteint un stade de maturité qui font qu'on n'a pas de notion encore de leur croissance, de leur niveau de croissance. Mais par contre, on sait que ce sont des entreprises qui peuvent durer dans le temps. Alors, qu'est-ce qui va venir autour de cette cartographie? Alors déjà, l'étape d'après, ça va être d'ouvrir l'outil aux dirigeants des entreprises qui ont pu être référencées déjà, puis de proposer aux entreprises qui ne l'auraient pas été de venir se faire référencer sur la plateforme. Ça, c'est le premier point. Donc, du coup, les dirigeants pourront créer un compte, on les rattachera aux entreprises qui sont déjà créées et ils pourront administrer les données de leur entreprise de manière à agréger de plus en plus de données. L'autre aspect, ça va être de diffuser des chiffres clés, des KPI qu'on va pouvoir, comme ceux que j'ai pu vous montrer, qu'on va pouvoir diffuser et qui seront mis à jour en temps réel. L'autre aspect, et qui nous semble important, c'est d'intégrer la dimension femmes du numérique. C'est-à-dire qu'on a chez Digital 113 des femmes et des hommes qui agissent sur ce sujet-là pour le rendre plus au quotidien. Et donc, le but, c'est d'avoir dans les matrices d'analyse des entreprises, d'intégrer des chiffres sur la présence des femmes dans les postes de direction des entreprises de l'IoT et également au sein des pôles de développeurs, de manière à valoriser et à montrer comment se positionne cette filière par rapport à cette thématique qui est chère à un certain nombre d'entrepreneurs, au moins chez Digital 113. L'autre aspect, et j'en parlais tout à l'heure sur la valorisation des acteurs, c'est l'internationalisation. Cette cartographie, évidemment, elle a pour but de valoriser les acteurs sur le plan local, au niveau régional notamment, mais la dimension suivante, c'est le plan national, c'est montrer qu'on a des acteurs sur l'Occitanie qui ont les produits ou les services que recherchent les entreprises. Et l'aspect suivant, c'est évidemment de se faire remarquer à l'international comme étant une région forte sur la thématique de l'IoT. C'est pourquoi le site sera traduit en anglais, avec l'ensemble des contenus également, de manière à rendre possible la venue de visiteurs étrangers sur le site afin qu'ils puissent prendre contact directement avec les entreprises. L'autre aspect, ça va être la publication de cas d'usage. Rien de tel pour montrer à des donneurs d'ordre que l'on peut faire telle ou telle chose, si on leur montre ce qui a déjà été fait. Ça donne toujours des idées. Et je sais par expérience, et pour en avoir discuté beaucoup avec Emmanuel, nombreuses sont les entreprises qui travaillent avec des cas d'usage pour montrer à leurs clients comment faire telle ou telle chose avec ce qui existe. Et donc, il y a de prévu dans l'outil de cartographie la capacité de pouvoir intégrer des cas d'usage et de pouvoir les diffuser, soit si les personnes sont déjà connectées à la plateforme, soit de manière totalement publique. Un autre aspect qui nous semble important, c'est l'agrégation d'actualité des acteurs. L'idée, c'est que dès lors que vous serez référencé sur la plateforme, sur l'outil de cartographie, on pourra faire travailler sur vos flux RSS un agrégateur qui va récupérer les news qui sont publiées sur chacun de vos sites de manière à les diffuser sous la forme d'une colonne de news spécifique à la thématique de l'IoT. Et donc de pouvoir devenir une sorte de porte-drapeau de toutes ces entreprises qui proposent des nouvelles actualités. Et enfin, comme je le disais, et je retends la main à l'Aerospace Valley pour qu'ils nous rejoignent, ce serait vraiment avec grand plaisir, c'est de la liaison avec des nouveaux groupements. Alors, je parle de l'Aerospace Valley, mais je parle aussi d'autres groupements, des groupements d'entrepreneurs, le MEDEF, CPME, de manière à pouvoir recouper les données. Je pense aussi à Leader Occitanie, parce que finalement, certains dirigeants ne sont pas forcément sur les mêmes clusters en fonction de leurs affinités. Et il est important de pouvoir avoir une vision la plus exhaustive possible de toutes les entreprises qui gravitent dans la sphère de l'IoT. Alors, je me permets de vous communiquer tout de suite l'URL et je rends public, en passant le message immédiatement à mes collègues, la cartographie de l'IoT.
qui est donc disponible sur factory-iot.digital113.fr. Je vous ai mis un petit QR code pour ceux qui veulent y accéder directement depuis leur mobile. Et vous pourrez, si ce n'est pas déjà le cas, dans quelques minutes, consulter les 143 premières entreprises qui ont été identifiées dans la cartographie des acteurs de l'IoT en Occitanie. Tu peux préciser que ce qui est à la une est aléatoire là. Alors, effectivement, ce qui est à la une est une entreprise aléatoire. L'aléatoire fait que parfois elle revient, mais on a un lancer de dés systématique pour pouvoir mettre une entreprise en avant parmi tous les acteurs qui sont déjà référencés sur la plateforme. Et pas mettre un ordre alphabétique qui est… Alors, si je peux parler de la carto quelques minutes, cette cartographie, comme je le disais, vous allez retrouver les thématiques, les secteurs d'activité et puis une localisation de manière à pouvoir lister les entreprises à chaque fois. Quand vous cliquez sur la fiche d'une entreprise, vous pouvez retrouver ses réseaux sociaux, le lien direct vers son site. Nous n'avons pas publié pour l'instant de coordonnées de contact puisque ce que l'on souhaite, c'est avoir l'accord de toutes les entreprises une par une pour pouvoir diffuser ce type d'informations. Certaines ont déjà des produits et services mis en avant. D'autres sont membres de réseaux et vous pourrez trouver tout de suite les réseaux auxquels elles peuvent être adhérents. Et puis, vous retrouvez effectivement tous les établissements de l'entreprise, le tout étant basé sur les données sirènes de chaque entreprise. Voilà. Je précise également, petit bonus, comme le but est de faire du business, nous avons mis en place au niveau de la Factory IoT un dispositif pour les porteurs de projets. C'est-à-dire que si nous avons un porteur de projet qui souhaite soumettre un projet d'IoT, il peut le faire directement sur l'outil de la cartographie. Les copilotes de la Factory IoT les passeront en revue régulièrement, puisque nous avons des comités de pilotage tous les 15 jours à un mois. Et donc, nous les traiterons au fur et à mesure pour les renvoyer vers les entreprises les plus adaptées en fonction du besoin du donneur d'ordre. Et l'autre aspect, c'est que si vous souhaitez référencer votre entreprise parce qu'elle n'a pas été identifiée jusque-là, eh bien, il y a un formulaire qui vous permet de saisir rapidement le numéro de sirène de votre entreprise, qui sera donc identifié, de saisir le site internet de l'entreprise et juste les coordonnées du contact principal. Tout le reste se fait automatiquement. Je vais donc passer la main à Samuel Roper, qui est Head of Smart Vertical and IoT Practice à l'IDAT. Samuel, tu prends la main? Oui, je vais partager mes slides, du coup, si je peux avoir la main pour J'arrête le partage et je te laisse la main. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit bien mon écran? Alors oui, si tu peux peut-être le mettre en plein écran, peut-être. En plein écran, oui. Lance ta présentation. Parfait. C'est bon. Ok, donc bonjour à tous. Donc, moi, je suis Samuel Roper. Je suis responsable des activités IoT à l'IDAT. Donc, l'IDAT, c'est un think tank spécialisé dans l'économie numérique avec trois grandes activités. Une activité qui est essentiellement, qui découle du think tank, donc qui est institutionnelle. Et donc, je vous invite aussi à nous rejoindre sur ce côté-là. Et puis, on fournit également deux types de prestations un peu complémentaires, donc des rapports de marché sur étageur, dont d'ailleurs est extraite cette présentation, et puis une activité de conseil qui se veut essentiellement de l'étude de marché sur mesure, répondant à des besoins bien spécifiques. Donc voilà, donc on publie environ 60 rapports à l'IDAT chaque année, dont une large partie sur l'IoT. Voilà. Donc, je vais commencer avec donc, du coup, la présentation de la chaîne de valeur et essayer d'expliquer rapidement les grandes tendances. Donc, comme l'a d'ailleurs souligné Emmanuel, la chaîne de valeur du M2M et de l'IoT est une chaîne de valeur très fragmentée. Néanmoins, on peut quand même distinguer trois grands types d'acteurs. Donc, les fournisseurs de modules, dont d'ailleurs Sierra Wireless est l'un des leaders sur ce marché.
les fournisseurs de connectivité, de services de connectivité, dont évidemment les opérateurs télécoms sont les principaux acteurs, mais aussi des acteurs un peu plus singuliers comme Sigfox, par exemple, qui essaie aussi de se positionner sur ce marché. Et on a également la troisième activité qui est les intégrateurs et les fournisseurs de plateformes, dont Synox. Le point à retenir ici, hein, c'est que finalement, le marché est essentiellement tiré par le troisième segment, puisque les 2/3 de la valeur est représentée par ce dernier tronçon. Donc, fort de ce constat, finalement, les acteurs des deux premiers fournissent aussi de plus en plus de services, ou en tout cas ont axé leur stratégie à fournir ce type de services, notamment les opérateurs télécoms, hein, qui visent à finalement monétiser les données qui transitent sur leur réseau pour fournir des services un peu plus avancés et à plus forte valeur ajoutée, donc à leurs clients. Voilà. Sur les leviers et barrières, le premier levier, c'est évidemment les bénéfices des consommateurs, hein. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 90% des applications sont à vocation d'économie de coût. Donc évidemment, le retour sur investissement de ces applications est le point clé de l'adoption. On a également des stratégies de servicisation qui commence un peu à émerger, dans le cas dans l'automobile par exemple, hein, où l'idée c'est essayer de fournir des services à valeur ajoutée donc, autour de leur automobile, donc, avec pour objectif donc, de générer non pas des économies de coûts, mais des nouveaux revenus. On a également le point clé qui a été un peu soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire on a de plus en plus maintenant des solutions techniques qui répondent et qui ont été conçues pour répondre aux contraintes de l'IoT. C'est notamment le cas du LP1, donc avec les deux familles licenciées et non licenciées, hein, dont Sigfox et un acteur majeur sur la partie non licenciée. Et puis évidemment, l'avènement de la 5G qui va arriver dans les prochaines années. Et je ferai une petite loupe tout à l'heure sur cette thématique. On a évidemment le satellite, mais ça a déjà été mentionné. Et puis, le vrai point clé également autour des leviers, ce sont finalement les politiques publiques et les régulations qui sont déjà en cours et qui sont adoptées dans les différents marchés verticaux. Donc là, on n'est plus sur des régulations transverses, mais vraiment sur des régulations verticales. Emmanuel a évidemment cité les compteurs Linky. Hein. Les compteurs Linky, c'est d'abord une réponse à une régulation européenne, hein, qui vise à implémenter dans tous les foyers européens des compteurs connectés sur l'électrique et sur le gaz. Néanmoins, évidemment, les acteurs de l'eau, comme Veolia, déploient également des compteurs intelligents autour du segment de l'eau. On a également une régulation, hein, qui est importante et qui est très prégnante, en tout cas en volume, c'est l'e-call dans l'automobile, donc un service d'urgence, et donc l'obligation des constructeurs automobiles à intégrer des modules de communication dans leurs voitures neuves vendues sur le sol européen. Donc ça, c'est depuis 2018. Du côté des barrières, évidemment, il y a déjà l'impact du Covid-19, puisqu'on a déjà des ralentissements en termes de déploiement, notamment dans les verticaux les plus touchés, à savoir l'aéronautique, évidemment le transport en temps de confinement, et puis on a également des retards dans le manufacturing, donc plutôt dans les usines manufacturières. On a évidemment, et ça a déjà été évoqué, la question du coût, hein, puisque avant de pouvoir réaliser des économies de coût, il faut déjà investir. Et donc, la question du coût, évidemment, se pose. Donc là, c'est vraiment un point autour du CAPEX. La sécurité, évidemment, a été évoquée également tout à l'heure,
Et on a déjà plusieurs scandales, notamment autour de la Jeep Chrysler, déjà en 2015, hein, où le véhicule avait été hacké. Et puis, ça a aussi été un peu dit, et ça, je rebondis sur le slide précédent, c'est-à-dire qu'on voit vraiment une fragmentation, et je pense que justement l'initiative de Digital 113 va dans le bon sens. L'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure visibilité et lisibilité de la chaîne de valeur, notamment locale, du M2M et de l'IoT. Quelques chiffres, hein, pour donner un peu de choses plus consistantes à ce marché. Si on fait une loupe sur le marché du LPWA, qui est le segment le plus dynamique à l'heure actuelle, hein, avec la plus forte taux de croissance, pardon, on est autour de 35% dans les 5 prochaines années, avec évidemment un fort accent asiatique, hein, puisque l'essentiel du marché à l'heure actuelle est présent en Asie-Pacifique. Donc là, c'est des chiffres de base installés. Quand on regarde la répartition par marché vertical, on se rend compte que l'énergie et la logistique sur le marché LP1 représentent à peu près 80% du marché à venir, tout simplement parce que, je viens de l'évoquer sur l'énergie, il y a des régulations qui sous-tendent ce développement, et ça, c'est partout dans le monde, hein, y compris dans les pays les plus libéraux, hein, comme les États-Unis. Il y a des politiques publiques qui viennent soutenir le déploiement des compteurs intelligents, donc électriques et gaz, et puis la logistique, tout simplement parce que derrière, il y a l'asset tracking, donc le suivi d'actifs pour optimiser les chaînes de supply chain, et puis tout simplement parce qu'il y a des volumes faramineux sur ce segment de marché. Hein, juste pour rappel et fixer un peu les idées, on parle d'environ 15 milliards de palettes en circulation, hein, bon, forcément non connectées, hein, et puis on parle de 750 millions de containers en circulation dans le monde. Donc, une toute petite fraction de ces objets qui seraient connectés, on arrive à des volumes qui sont évidemment très, très importants. Si on se penche sur le M2M cellulaire, qui est finalement le segment le plus historique sur ce marché, on se rend compte qu'effectivement, pour rejoindre l'analyse d'Emmanuel, on n'est pas sur une tendance exponentielle, hein, mais plus un développement graduel. On est quand même sur des taux de croissance à 2 chiffres, donc proche de 20% en volume et autour de 12% en valeur, notamment sur la partie revenus liés à la connectivité. Donc, des taux de croissance à 2 chiffres dans un contexte plus que difficile pour les opérateurs télécoms. Clairement, l'IoT s'affiche comme un vrai relais de croissance pour eux. Voilà, même si, effectivement, ces chiffres sont quand même en deçà de leurs attentes qui avaient été formulées, on va dire, il y a 4-5 ans. Voilà. Un petit point quand même sur le panorama international. Je vous ai dit tout à l'heure que l'essentiel du marché provenait essentiellement du marché chinois, puisque à l'heure actuelle, la Chine représente plus des 2/3 du marché. Voilà. Et la Chine est le leader depuis 2012. En Europe, c'est l'Allemagne qui devrait tirer son épingle du jeu, notamment autour de l'automobile et puis de l'industriel. Voilà. Un petit point sur l'innovation et notamment sur la 5G. La 5G donc, devrait justement débrider vraiment le développement de l'IoT avec les trois grands axes. Un axe qui est tourné vers le haut débit, donc avec on va dire plus de capacité et plus de haut débit. On va aussi avoir le LPWA qui devrait être intégré aussi dans la 5G, hein, c'est ce qu'on appelle le Massive IoT ou le Massive MTC. Donc là, c'est la capacité de la technologie à essayer d'adresser énormément d'objets au sein d'une même cellule. Voilà. Et puis la grande nouveauté, hein, qui est
le vrai élément de différenciation de la 5G, ça va être la qualité de service et la faible latence. Donc, plutôt pour adresser des applications qui ont besoin énormément de réactivité du réseau, notamment pour des besoins tout simplement de temps réel. Et ça, c'est une vraie innovation, puisque cette particularité n'est pas disponible avec les technologies qui sont actuellement déployées. On avait réalisé un petit benchmark des déploiements en cours par les industriels et pour les industriels autour de la 5G. Donc, ce qu'il faut retenir de ce slide, c'est que 90% des déploiements sont en fait des expérimentations ou des essais. Voilà, l'essentiel des déploiements 5G sont en réalité essentiellement pour des applications grand public encore à l'heure actuelle. Néanmoins, ça devrait évoluer puisque, évidemment, les industriels sont très impliqués, hein, notamment en Allemagne, par exemple, hein, où ceux-ci ont acquis du spectre dans la bande des 3,7 GHz. Donc, une vraie volonté des industriels, mais aussi du pouvoir politique allemand de laisser se développer voilà, des politiques des politiques industrielles très agressives. D'ailleurs, quand on interroge nos clients et notamment des industriels, ceux-ci justement font état de la 5G comme étant un vrai élément de compétitivité nationale autour de l'industrie. Voilà. D'ailleurs, quand on regarde ce bench des expérimentations, on se rend compte qu'il y a deux pays qui se détachent, hein, c'est la Chine et l'Allemagne, qui ont des déploiements en réseau privé plus importants que les autres pays. Voilà. D'ailleurs, qui sont l'essentiel de leurs déploiements nationaux. Quand on regarde les principaux use cases qui devraient être permis ou adressés par la 5G, on se rend compte que finalement, on va adresser énormément de use cases très industriels, mais la vraie valeur ajoutée encore, hein, c'est la colonne de droite, la colonne verte, puisqu'on va avoir vraiment de nouveaux use cases. Les use cases présents dans la colonne bleue et rouge sont déjà plus ou moins adressés par des technologies existantes, souvent par des réseaux un peu différents. Là, on va avoir une technologie qui est, en tout cas sur le papier, et c'est vrai que c'est important, sur le papier, va être capable d'adresser tous les use cases des industriels. Voilà. Donc, ceux qui nécessitent beaucoup de débit, ceux qui en nécessitent peu ou pas du tout, et ceux qui vont nécessiter de la qualité de service, donc de la garantie de service, mais pourquoi pas, grâce à des technologies comme le network slicing, d'adresser et de fournir de la qualité de service stable à certaines applications qui évidemment, vont en avoir besoin comme des voitures autonomes, voilà, comme certaines applications dans la santé qui nécessitent énormément de temps réel. Voilà, juste peut-être pour finir, quelques éléments de levier ou en tout cas de facteurs positifs au développement de la 5G pour les industriels. Donc, évidemment, les performances que je viens de citer, mais aussi la possibilité de déployer des réseaux privés par les industriels. Côté barrière, il y a toujours évidemment la question du coût qui n'est toujours pas résolu. Hein. Ça renvoie à la barrière au développement de l'IoT, tout simplement. Et puis, il y a encore voilà, quelques doutes persistants autour du réel potentiel de la 5G, hein, puisque à l'heure actuelle, on est toujours sur essentiellement du haut débit et que le Massive IoT et l'URLC, donc qui renvoie à la fourniture de qualité de service très importante, n'est pas encore déployé et devrait être déployé dans les 2 prochaines années.
Voilà. Et puis, pour finir, un slide pour tout simplement vous dire qu'à l'heure actuelle, ça va être encore donc l'IMBB qui va être le plus déployé, et notamment dans l'automobile, en tout cas en volume. Voilà, voilà pour un horizon, on va dire, extraterritorial et plus une vision internationale de ce marché. Merci Samuel. C'était très instructif et je pense qu'on aura d'autres occasions Voilà, de n'hésitez pouvoir, pas si vous avez des questions. voilà, mettez vos questions. Il y a un module questions-réponses. On les traitera à la fin avec grand plaisir. Samuel, je te propose de restituer le partage car nous allons accueillir Jérôme Morel de l'agence de développement ADOC. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui, on t'entend. Très bien. J'attends du coup pour pouvoir partager l'écran. Samuel, est-ce que tu peux couper ton partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Alors, normalement, ça doit marcher. TikTok, ça va être celui-là. Ah, il ne veut pas me le partager. Sinon, on va faire ça en partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas partager mon écran. Mais ce n'est pas très grave, je vais avancer sans l'écran et puis à la rigueur, on aura la capacité, je pense, de partager les informations par la suite. Oui, alors juste, donc, je vais forcément redire un certain nombre d'éléments qui ont été dits dans le sens où la vision régionale, en fait, elle s'appuie tout simplement sur un travail qui avait été fait il y a déjà quelques années, hein, il y a maintenant 3 ans, 4 ans, notamment sur des éléments que je vais essayer de vous partager en même temps que je vous parle, sur une étude qui a été menée d'ailleurs pour partie avec l'IDAT à l'époque, et d'autre part avec une autre consultante de Spring Lab, qui est une structure sur Toulouse. Alors, juste pour dire, donc, ADOC, Agence de développement Occitanie, juste pour vous dire sur quoi je vais baser tout ce que je vais vous dire en termes d'information. Donc, on a une mission quand même qui est principale au niveau d'ADOC, c'est d'accompagner les entreprises pour créer de la valeur et créer de l'emploi sur le territoire, et surtout d'accroître l'attractivité de la région Occitanie, et notamment au niveau de l'international. Donc ça rejoint pleinement ce qu'a pu dire Emmanuel et Olivier tout à l'heure sur la visibilité que va pouvoir donner le travail que vous venez de mener au niveau international. Donc on va intervenir en fait sur tous les steps toutes les étapes de la création de la vie de l'entreprise. Et on va s'appuyer grosso modo sur 4 métiers. L'attractivité, bon, ça je ne parle pas forcément, mais c'est juste comment on attire des entreprises sur notre territoire. La croissance, donc on va aider le développement d'entreprises, et du coup l'IoT va venir aider cette croissance plutôt endogène de l'entreprise. La conquête des marchés plutôt à l'international. Donc là, c'est l'idée de promouvoir tout l'écosystème, et notamment l'écosystème IoT sur des marchés à l'international. Et enfin, l'innovation, donc direction à laquelle j'appartiens et pour laquelle je pilote la petite équipe numérique de notre agence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une organisation territoriale. On a 22 implantations dans tous les bassins d'emploi au total de la région. Plus, on a une petite visibilité à l'international, vu qu'on a 4 maisons de la région qui sont positionnées et qui peuvent être là aussi pour l'écosystème IoT, des lieux de promotion de ce qui est développé en Occitanie. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée du volume aussi de projets que l'on accompagne, et ce qui, du coup, va servir à appuyer ce que je vais vous dire par la suite. L'année dernière, c'est plus de 5700 entreprises qui ont été accompagnées, dont, on va dire, un peu moins de 1000 sur la dimension innovation, sur tout le territoire du coup Occitanie. Ça représente à peu près 180 millions d'euros d'investissement à R&D,
pour 89 millions d'euros d'aide de financement qui ont été mobilisés par l'agence. Et c'est comment dire, cet aspect accompagnement, on va aux alentours. Alors on estime, c'est toujours difficile, ça a été dit tout à l'heure, en termes d'activité, l'IoT est quand même très diffus, on le verra par la suite. Mais du coup, on a à peu près allez, on va dire une vingtaine de pourcents de projets qui donc soit touchent du développement technologique proprement dit d'IoT ou tout simplement intègrent dans le processus de développement un IoT. Alors, l'IoT en Occitanie, alors Emmanuel a parlé d'histoire tout à l'heure, moi je remonte un peu plus loin. En fait, dans le sens où pour moi il y a plus d'un demi-siècle quand en fait on a de l'IoT en Occitanie. Pourquoi? Parce que l'aéronautique, le spatial, ça a été évoqué tout à l'heure aussi en termes de sujet, mais même le nautisme, hein, si on regarde ce qui se faisait déjà sur des balises Argos ou autres, on est déjà sur des IoT, on est déjà sur des équipements qui communiquent et qui rentrent pleinement dans la définition qui a été présentée au début de cette étude. Donc on peut facilement dire qu'aujourd'hui un véhicule autonome, un avion, un drone, un satellite rentre pleinement dans la démarche IoT. Sur la partie un peu historique, pour moi, il y a eu deux fortes accélérations de l'IoT sur le territoire Occitanie. Alors, ces deux accélérations, elles sont pas propres à l'Occitanie, mais elles sont nées d'une part par l'arrivée on va dire, de composants bas coût, plutôt standards, plutôt open source, open hardware, tels que les Arduino et les Raspberry, mais aussi les Orange Pi et tout ce qui en a découlé derrière en termes de composants électroniques qui ont permis de rapidement développer des applications, des objets connectés. Ça correspond à peu près dans la taille d'entreprise et l'âge plutôt des entreprises qui ont été présentées tout à l'heure par Olivier. On voit donc ce moment-là en fait apparaître en termes de volume de création d'entreprises sur ces technologies-là. Il y a une deuxième accélération qui est liée à l'émergence en fait de technologies de faible consommation énergétique et notamment au niveau des télécoms. Tout ce qui est Sigfox et LoRa, ça a été là aussi évoqué par Samuel et Emmanuel tout à l'heure, mais c'est aussi, on va dire, le dernier moment où on a vu tout un écosystème, et notamment l'IoT Valley, qui s'est développé très à la proximité de Sigfox, qui a relancé un peu avec une autre approche de l'IoT, sur de l'IoT complètement autonome, avec des consommations faible énergie, et du coup la capacité de laisser un capteur un peu à distance pendant des durées assez longues, et du coup toujours en communication. Alors, on a la chance en Occitanie d'avoir un terreau très favorable au développement de cet IoT. Déjà par l'environnement recherche, on a quand même deux gros labos liés à l'électronique, que ce soit le LIR, mais le LAS, CNRS. On a quand même un institut aussi l'US d'électronique. On a sur la gestion de la data et tout ce qui est lié, on a des labos de l'IRIT. On a l'université bien sûr fédérale, l'université de Montpellier, des structures comme Anitif. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous les verrez sur les slides si vous sont partagés. Voilà, on a tout un écosystème de transfert de technologies, IRT, SAT, qui va permettre à ces entreprises de se développer sur le territoire. Bien sûr, les écoles d'ingénieurs, je ne sais plus qui en a parlé tout à l'heure, si c'est Emmanuel, je crois. Voilà, on a un écosystème d'écoles d'ingénieurs qui est fort. Et on a aussi des structures un peu particulières comme Captronic, très liées au CEA, qui sont là aussi pour aider les entreprises à acquérir cette technologie et à répondre un peu à la complexité qui était évoquée tout à l'heure sur l'intégration de ces composants dans l'entreprise. Alors, c'est dommage que vous ne puissiez pas voir cette slide, mais
on avait fait donc sur une étude que j'évoquais tout à l'heure de 650 entreprises qu'on avait analysé finement sur un référentiel technique et un référentiel marché. On a fait ressortir très fortement l'IoT et le couplage avec la cybersécurité, ce qui était déjà un point essentiel et déjà identifié. Derrière la partie bien sûr qui a été évoquée avec la valeur, les 2 tiers de la valeur qui était présentée par Samuel tout à l'heure, sur la data et tout le traitement de la donnée en fait, qui sont issus de ces capteurs et toute l'intelligence artificielle qu'on peut mettre derrière, sans oublier ce qui a été évoqué aussi par, je crois que c'est Emmanuel, c'est les IHM, c'est comment l'UX, comment on va restituer en fait cette information dans toutes ces chaînes de valeur. Alors déjà, c'est rassurant, ou pas, je ne sais pas, mais on avait déjà la même répartition territoriale que celle de l'étude qui est menée, pour laquelle aujourd'hui on a ce lancement qui déjà amène pas mal d'éléments de réponse, mais on avait déjà la même répartition avec 2 centres forts de positionnement des entreprises sur le territoire Occitanie, que sont Montpellier et Toulouse. Avec la même répartition, peut-être que le début de votre étude, c'est-à-dire un peu plus fort sur le bassin toulousain, un peu plus fortement tourné d'une manière historique vers le développement industriel, capteurs, industrie, système embarqué, avec là aussi pour répondre quand même à une problématique de complexité, on a un très fort savoir-faire sur l'Occitanie, sur l'intégration de systèmes. Et c'est quelque chose qui est quand même très marqué, peut-être qui fait d'ailleurs une petite différence avec d'autres régions, notamment européennes. Donc plutôt côté ouest tourné vers l'industrie et du côté est plus tourné vers les services outillés, enfin, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire des services qui sont peut-être un peu plus B2C et un peu plus qui utilisent le composant, le capteur connecté comme étant un outil pour rendre le service au global. Alors, ce que je vous dis là, c'est des différences qui ont été constatées, qui tendent à disparaître, en fait, par l'entrée notamment de nouveaux acteurs qui viennent disrupter, dans certains cas, des acteurs déjà fortement établis et d'une manière historique, notamment tous ceux qui sont liés au spatial et à l'aéronautique. Alors, où on retrouve cet écosystème, là aussi ça a été dit tout à l'heure, on a des acteurs où on va retrouver les experts, j'ai envie de dire, de l'IoT. Digital 113 en fait partie sur la partie peut-être un peu plus numérique et logicielle, mais avec aussi des acteurs qui développent des composants. L'IoT Valley, on a parlé d'Aerospace Valley, mais on a tout un ensemble en fait de clusters et de structures. Je ne vais pas tous les citer, mais Totem, Robotics Place, Optitech, Agri Sud-Ouest, Derby, Eurobiomed, Aquavalley. Si on part sur la création, on a le BIC à Montpellier, on a l'incubateur Nubo à Toulouse, mais on a des acteurs qui sont peut-être un peu plus éloignés, comme les pôles européens de la céramique, la mécanique Vallée, qui eux aussi ont des problématiques d'intégration d'IoT et des acteurs qui sont amenés à développer ce machine-to-machine qu'on évoquait tout à l'heure. Alors bien sûr, tout ce que je vous ai dit là, je n'ai pas cité de liste exhaustive, hein, c'est difficile de faire cette liste exhaustive sans oublier un acteur, mais voilà, voilà un peu l'écosystème placé en termes d'acteurs. Alors à l'époque, l'étude qui avait porté sur différents composants, au niveau de l'IoT, elle montrait un marché émergent avec des jeunes entreprises. Donc on était sur la partie que Emmanuel a présentée, ou c'est Emmanuel ou Olivier, je ne sais plus, sur l'âge le dernier, des entreprises qui ont moins de 6 ans. On avait un positionnement sur tout l'ensemble de la chaîne de la valeur. De ce que j'ai entendu tout à l'heure sur l'étude, on retrouve ces mêmes éléments. Donc, ça n'a pas forcément évolué. Ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, autour de pure players qu'on avait identifiés à l'époque, Sigfox, Matuma, Awox, MyFox, qui est devenu Sunfi, et ainsi de suite, tous ces acteurs-là, comment en fait l'écosystème a évolué. C'est là où
l'analyse de cette vision que je vous exprime, qui est un peu ancienne, et le travail qui est en train d'être fait aujourd'hui, va être intéressant pour du développement économique. Alors bien sûr, dans les acteurs, voilà, il y avait la French Tech que j'ai pas cité, qu'on a cité tout à l'heure. Voilà. Alors l'agence porte la stratégie régionale de l'innovation, donc qui est l'idée avec un groupe d'acteurs dont fait partie Digital 113, on co-anime d'ailleurs l'axe numérique sur la partie stratégie régionale de l'innovation, qui était connue sous le nom de 3S, plutôt côté Montpellier. Toute cette stratégie, en fait, elle est jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle a été focalisée sur le développement de trois grosses briques pour alimenter justement cette notion de système embarqué et d'IoT. La première était de la cybersécurité. Donc, il y a CyberRock qui est en train d'émerger au niveau régional, qui est une fédération d'acteurs dans laquelle on va retrouver des acteurs de la cybersécurité et de l'IoT. On a un autre pilier qui était l'analyse de données, ce qu'on avait appelé à l'époque le broker de données, c'est-à-dire comment on décloisonne toute cette donnée, parce que le vrai intérêt de l'IoT, c'est de la coupler avec d'autres données, et notamment la donnée satellitaire qu'on a évoquée, ou de la donnée météo industrielle. Voilà. On est dans une région de gros producteurs de données, notamment beaucoup de données accessibles, et c'est intéressant de voir comment avec de l'IoT on vient compléter cette donnée pour un service, pour un produit dans l'entreprise. Bien sûr l'IA, l'IA c'est évoqué, mais comment on va augmenter cette donnée de ces capteurs pour en tirer de la valeur et la restituer. Et enfin, le troisième pilier qui a été travaillé jusqu'à présent, c'est ce qu'on a appelé les territoires d'expérimentation, parce que la grosse difficulté qu'on observe dans les entreprises que l'on accompagne au niveau de l'IoT, c'est de trouver le bon modèle économique. Et ça a été dit, je crois, là aussi un peu par Emmanuel, il n'y a pas franchement de règles, c'est-à-dire que on a du mal aujourd'hui encore à trouver un peu le fil conducteur de cet IoT. Alors, on est sur du B2B2C, on est sur du B2B, du B2C, enfin voilà, mais chaque fois avec des problématiques qui sont assez complexes, alors avec des exemples qui peuvent être du monitoring de niveau d'eau sur des cours d'eau, avec des tendances voilà, à l'heure actuelle pour suivre des containers. Voilà. On a parlé encore hier soir avec Olivier, et avec des approches qui sont toujours différentes, des modèles économiques qui ne se ressemblent pas forcément, et même sur le plan technologique, ou du moins le positionnement de l'IoT, un peu différent dans l'utilisation et la chaîne de valeur. Alors, les tendances observées côté ad hoc sur la partie IoT, bon, il y a le edge computing, on va vers un décalage en fait de l'intelligence qui va de plus en plus être embarqué vers les capteurs, les objets connectés, et dans l'idée peut-être d'être un peu moins dans le nuage. Il y a une grosse thématique industrie du futur, où là, l'idée, et on voit des gros acteurs régionaux investir des millions d'euros, même des centaines de millions d'euros sur l'usine, et comment numériser cette usine par des capteurs connectés. La plupart du temps, on ne câble plus. Hein. On va être dans des environnements contraints, un peu difficiles sur le plan communication, interférence. Voilà, donc gros challenge là-dessus. À signaler qu'il y a une initiative régionale qui peut aider les entreprises pour financer toutes les études préalables et préparer les produits et cette logique d'industrie du futur. Et dans les deux autres thématiques que je voulais évoquer aujourd'hui avec vous, il y a le Green IT. Tout devient de plus en plus, la gestion de l'environnement énergie est de plus en plus présente. L'Europe, dans sa prochaine mouture là, qui est en train d'émerger, axe quasiment tous ses financements, avec une grosse partie des financements sur le Green et le Green New Deal. Donc une vraie nécessité, enfin pas une nécessité, mais des besoins qui vont naître autour de cette partie-là. Et la transformation digitale des entreprises, je ne peux pas ne pas en parler, où là, tout simplement, là aussi, même si on n'a pas une usine,
l'objet connecté dans sa relation avec le client, avec même en interne, dans son processus de logistique ou autre, prend tout son sens. Et là aussi, il y a des besoins qui sont en train d'émerger fortement. Des thématiques, en fait, quand j'évoque ces 4 thématiques, Edge Computing, Industrie du futur, transformation digitale et Green IT, en fait, derrière ça, ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a des thématiques fortes d'éthique, donc avec autour des acteurs comme Equitia sur la donnée, mais le fait de déporter l'intelligence sur l'IoT, ben, c'est aussi une possibilité de mieux se protéger sur le plan éthique et sécuritaire. On peut voir aussi des logiques de relocalisation quand on parle de l'industrie du futur au travers de cette IoT. Ça permet de peut-être ramener des activités en local. Donc là aussi, il y a des démarches. Il y a une initiative Reloc au niveau de la région qui permet à des entreprises de pouvoir être accompagnées et financées pour rapatrier une partie de leur production en local. Il y a des notions de résilience aussi, c'est-à-dire que dans la transformation digitale, vous êtes tous confrontés à ça, comme moi, depuis plus d'un an maintenant. Là aussi, les solutions numériques et l'IoT sont intéressantes pour... Voilà. Donc, je vous ai brossé rapidement un peu la vision régionale. Si vous avez des projets par rapport à l'IoT, ayez un réflexe ad hoc, j'ai envie de dire. C'est tout simplement de faire appel à l'agence, quel que soit votre besoin, et derrière, on vous orientera vers les structures qui sont les mieux à même de répondre. Je vous donne rendez-vous aussi le 1er juin, du 1 au 3 juin, on est en train d'organiser une manifestation qui est en numérique, qui s'appelle Future Intelligence, qui va parler beaucoup d'IA, mais du coup parlera aussi beaucoup d'objets connectés. Donc c'est aussi peut-être intéressant pour toutes les structures qui s'y intéressent aujourd'hui. Et voilà, bon, j'ai terminé. Merci pour votre attention et puis à votre disposition sur les questions éventuelles. Voilà. Et encore une fois, tout le travail qui a été fait par Digital 113, les partenaires que je salue, va permettre d'affiner et de mettre à jour ce travail et aussi, quelque part, sera un input de cette stratégie régionale qui est en train d'être réécrite en matière d'accompagnement et de priorité régionale. Voilà. Merci Jérôme pour cette Désolé pour les slides, c'est dommage parce que... Non, mais tu me les renverras et pour les participants, on pourra faire un PDF qui pourra être envoyé. Je pense, je verrai avec les permanents de Digital 113 ce qu'on peut faire. Tu as parlé de cybersécurité et je vais enchaîner avec Angélique. Alors, je repartage mon écran puisque... Hop. Voilà, avec Angélique Randonnet, qui est permanente chez Digital 113 et qui va nous parler d'un label un peu particulier, Smart and Secure IoT. Angélique, c'est à toi. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis chargée de relations adhérentes chez Digital 113 à Montpellier. Donc aujourd'hui, voilà, en quelques minutes, là sur la fin, en 5 minutes, je vais juste vous parler de l'action Smart and Secure IoT que porte le cluster. Parce que ça vous concerne forcément, acteur de l'IoT, c'est sur la cybersécurité. C'est un label de cybersécurité dans l'IoT. C'est une action qui est portée et cofinancée par la Directe et donc qui ne dure pas dans le temps, qui va se finir là à la fin d'année. Donc, on est en plein dedans. Donc, c'est encore le moment de rejoindre cet accompagnement-là. Donc, c'est un accompagnement de montée en compétences pour les sujets de cybersécurité dédiés aux entreprises de l'IoT. Donc, qui est porté par la Directe dans le cadre des projets Muteco, donc ADEC, c'est les actions de développement des emplois et des compétences. Donc, il y a un cofinancement à hauteur de 50% sur cet accompagnement-là et qui permet d'obtenir ensuite, à la fin de cet accompagnement, un label de cybersécurité pour l'IoT. Donc, si tu peux passer à la slide suivante, Olivier. Donc, pourquoi on a constitué ce label tout simplement déjà pour permettre aux acteurs de l'IoT de prendre conscience de leur vulnérabilité, de savoir là où il y a des failles. On sait qu'aujourd'hui, la menace cybercriminelle, elle s'applique aujourd'hui aux entreprises, mais aussi particulièrement aux objets connectés. Enfin, Samuel Robert en a parlé. Il y a aujourd'hui des gros scandales de cyberattaques sur des entreprises qui utilisent de l'IoT.
Et donc, du coup, on s'est dit que voilà, il y avait quelque chose à jouer pour nos entreprises et on pouvait les aider sur ce point-là grâce à ce label. Ensuite, ça va être vraiment de protéger vos actifs, protéger vos solutions, protéger votre entreprise, formaliser une première étape de vigilance de cybersécurité dans son entreprise. Et ensuite, ça va permettre aussi, ce label, de rassurer ses clients et les donneurs d'ordre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est souvent, dans certains appels d'offres, c'est un prérequis d'avoir au moins un socle cybersécurité bien cadré. Et ce label va vous permettre d'avoir ce socle-là et d'établir ces référentiels-là. Ensuite, pour qui? Pour les acteurs de l'IoT de façon assez générale, que ce soit des fabricants de capteurs, d'objets connectés, des opérateurs de réseau dans l'IoT, tout ce qui est stockage de données, les intégrateurs d'objets connectés aussi, et les concepteurs d'outils d'exploitation de données, les industriels exploitants. Voilà à qui s'adresse vraiment ce label. Ensuite, comment se passe l'accompagnement? Donc, on va avoir en premier lieu un pré-diagnostic. Donc, il faut savoir que ce label-là et cet accompagnement-là se fait avec notre partenaire SCACI, qui est l'expert en cybersécurité avec qui on a monté le projet. Donc, il y a un pré-diagnostic pour vraiment faire un état de lieu de vous, où vous en êtes au niveau de la cybersécurité dans votre entreprise. Donc, c'est un audit qui est établi en entreprise par l'expert. Ensuite, il y a un livrable qui est fourni à la fin de ce pré-diagnostic et qui vous oriente vers un parcours de formation. Donc, il y a une formation e-learning déjà pour reprendre certaines bases qui n'auraient pas été acquises. Et ensuite, il y a différents modules qui vont être personnalisables, à prendre ou pas en fonction j'ai envie de dire, la maturité en cybersécurité. Donc, il y a un module sur tout ce qui est cybersécurisation des composants IoT, un module sur la conduite du projet, et ensuite le module pour ensuite passer la labellisation Smart and Secure IoT. Donc, nous, on constitue ensuite, pour la fin du programme, le comité de soutenance est constitué par des acteurs de Digital 113 pour ensuite l'obtention du label. Voilà, donc là, on est en plein dedans, on est en train de réaliser les pré-diagnostics. Il y en a déjà qui ont lieu au préalable. Les prochaines formations actions, elles vont avoir lieu sur le mois de mai. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mes coordonnées dans la messagerie Zoom. Voilà. Voilà. Merci, pour moi. Angélique. On arrive sur la fin. Alors, j'ai repéré quelques questions-réponses. Si d'autres le souhaitent, c'est le moment de nous les envoyer. Alors, je les reprends. Je vous demande un instant. Alors, nous avions Arnaud qui demandait à l'étranger, USA, Asie, comment les acteurs de l'IoT sont organisés, des success stories dont on peut s'inspirer. Évidemment, on y travaille également, hein, on est en train on regarde un petit peu partout ce qui se fait, on a des contacts. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, en France, on n'a pas identifié beaucoup de cartographies comme celle-ci. À l'étranger, il y en a, mais pour l'instant, de celles que pour ma part, j'ai pu étudier, elles ne vont pas sans doute aussi loin que ce qu'on essaye de mener de notre côté, sachant que, comme on le disait, on a une dimension multiple au niveau des objectifs. Et donc, du coup, ce n'est pas juste un référentiel d'entreprise. Comme on peut voir, il y a plein de qu'on souhaite agréger. Ensuite, on a Anne Rico. Bonjour Anne, enchantée. Anne, tu demandais si, serait-il accessible à des acteurs de l'écosystème IT non directement fournisseurs d'éléments de solutions IoT? Et allez-vous partager le support analyse marché très intéressante? Alors, le support analyse marché, je pense que tu parles du support
l'IDAT de Samuel. Donc là, je verrai avec lui après si on peut le partager. Et en ce qui concerne les acteurs de l'écosystème IT, j'ai un peu envie de dire que ça va dépendre de ce qu'ils proposent exactement comme produit ou service. Est-ce que ça peut correspondre à un des maillons de la verticale ou pas? Et là, ce sera débattu en comité de pilotage avec Synox, Sierra Wireless et LM Engineering. Et enfin, nous avons Sébastien, que je salue au passage. Merci pour la question. À partir de quelle part de chiffre d'affaires dans l'IoT vous considérez qu'une entreprise peut se retrouver dans la cartographie? Eh ben, j'aurais un peu envie de dire que c'est une réponse assez similaire à, assez similaire à la précédente, c'est-à-dire qu'on va regarder si le produit correspond. Et s'il correspond à une branche de la cartographie, enfin des thématiques pardon, abordées dans cette cartographie, alors on pourra le référencer. Voilà. Je regarde également les questions, donc les questions-réponses. Je vois qu'il y a une autre demande. Alors, pour tout Sébastien, toujours, pour les questions en rapport à la formation Smart and Secure IoT, je propose de prendre contact avec Angélique qui a donné ses coordonnées dans la partie conversation afin d'avoir plus de détails sur ce label. Il y a Joris également, côté business. Pas sûr de comprendre, Joris. Du côté business, ne rencontrez-vous pas de forte latence entre l'annonce du besoin client et le lancement du projet? Si c'est rapport à l'outil que l'on cherche à mettre en œuvre pour capter des besoins de donneurs d'ordre, le but malgré tout, c'est d'être très réactif. Les demandes arrivent ou arriveront sous peu directement sur le Slack de Digital 113. Donc, chacun des copilotes est en capacité de pouvoir, si le besoin est pressant, activer un petit peu le pas pour transmettre les infos sur le ou les entreprises qui seraient les plus à même de pouvoir répondre aux besoins. Sylvain, bonjour, j'ai peut-être raté quelque chose dans les mails reçus, mais comment se connecter sur le site pour les sociétés déjà référencées et donc compléter les données d'entreprise? C'est pour bientôt, Sylvain, ça arrive. On est en train de, c'est un petit peu rapide, on est en train de finaliser toute cette partie relation entre les entreprises qui sont déjà référencées, de manière à pouvoir vous déléguer la gestion de votre compte entreprise et que vous puissiez avoir la main dessus. Donc, c'est d'ici quelques jours, une semaine au plus, ça devrait être disponible. Y a-t-il d'autres questions? Alors, si d'autres ont envie de poser des questions pendant ce temps-là, je vais faire un petit peu de promotion à mon tour pour un autre événement qui peut concerner un certain nombre de sociétés qui sont dans l'IoT. Je parle de celles qui proposent des services, des applications en SaaS et qui donc, au passage, sont éditeurs de logiciels. Il faut savoir que le 1er avril prochain, en tant que copilote également de la Factory Cybersécurité, nous organisons une cross-factory avec la Factory éditeur de logiciels. Et donc, nous vous retrouvons pour les dates. Je vous donne, si Angélique peut me retrouver les dates, enfin l'horaire précis, je crois que c'est de 9h à midi. On se retrouve également sur Zoom avec l'ANSSI, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, un avocat Stanley qui peut nous parler des problématiques d'assurance, le tout autour du sujet cybersécurité et éditeur de logiciels. Voilà, je pense que ça peut en intéresser certains qui proposent ce genre de service au passage. Concernant avez-vous les tarifs spécifiques? Ok, donc Eve, je te propose de retrouver un permanent pour discuter d'une éventuelle adhésion à Digital 113. Je tiens maintenant, alors je vais reprendre mon partage d'écran parce que la liste est longue et je voudrais quand même passer
passer du temps sur les remerciements pour l'organisation de cet événement. Donc, évidemment, Emmanuel, cher président de Digital 113, ami et président également de Synox, merci beaucoup. Merci à Francis de LM Engineering qui a passé beaucoup de temps également. Je t'applaudis, Francis, pour le travail que tu as fait sur la qualification des entreprises. Merci à Gilo et Sierra Wireless de nous avoir fourni aussi un tel listing d'entreprises d'entreprises de l'IoT. Merci à Angélique Randolet, merci à Maude, merci à Anne de Digital 113 pour le soutien, la communication, le marketing autour de cet événement. Merci à Cassandre Unilog pour ton travail également sur les listings. Merci à Nicolas Gonzalez d'Opéra Metrix. Merci à Za Nguyen de T2I. Merci à Bruno Malmer d'Adagos. Merci à Dani Berthaud. Merci à Daniel, Dorine également de Sierra et Thibaut. Je dois également remercier aussi tous les institutionnels. Merci à Nadia Pelfik pour le soutien et cette vidéo d'introduction malgré les obligations que vous aviez aujourd'hui. Merci à Fabrice Gouze, qui est son directeur de cabinet. Merci à Samuel Delidat, qui était donc présent aujourd'hui. Merci à Jérôme Morel. Et pardonne-moi, Jérôme, d'avoir zappé ton nom au début de cette conférence. Merci à Sabine Crescent également de Haddock qui m'a permis d'être en contact avec toi. Merci à Sylvie Verguès, que je salue au passage, de l'IoT Valley, tout comme Stéphanie Potal. Merci à Alexis de la French Tech Toulouse. Merci à Karim. Merci à Carole pour le soutien de la French Tech Toulouse. Merci à Clément Saad et à Laure Lenzotti de la French Tech Méditerranée pour leur soutien. Également à Roxane Bozarelli pour le soutien auprès de Subitamine, auprès de la French Tech, auprès de Digital 113. Et merci à Serge Angevin de l'Aerospace Valley, que je salue et à qui j'espère pouvoir à nouveau converser pour avoir le soutien de l'Aerospace Valley. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Surtout à Subvitamine et à Olivier, parce que tu as fait un travail extraordinaire. Tu as piloté tout le groupe de travail, et puis tes équipes ont passé du temps bénévolement pour construire l'outil. Et donc, c'est quand même, on peut quand même te remercier fortement parce que, en fait, Digital 113 n'est rien sans les bénévoles et sans les actions des entreprises. Et donc là, tu en es un parfait symbole donc pour pouvoir mener à bien un projet comme une cartographie. Donc, mais exactement, voilà. Alors, comme tu le dis, Emmanuel, c'est un projet que l'on a mené avec beaucoup de fougue pour passer des contacts, enfin des coups de fil, pour avoir tous ces rendez-vous, ces partenariats, ces supports, et puis également un gros travail derrière, puisque en même temps que Subvitamine travaillait sur cet outil de cartographie, on travaillait également sur un nouveau produit qui permet justement de faire de la cartographie. Et donc, on vous le présente, vous pouvez le consulter dès maintenant pour voir la cartographie de l'IoT Digital 113. On a pas mal d'autres projets de ce côté-là. Et en tout cas, merci Emmanuel de l'avoir souligné. Ça fait très plaisir au passage. Tu as subi OVH au passage. Oui, on a subi OVH au passage. Le serveur qui nous servait d'hébergement a brûlé. Donc, ça a été la petite goutte d'eau, on va dire. Voilà, merci à toutes et à tous. On va rendre l'antenne et je vous souhaite… Merci Cognac G. Pardon? Merci Cognac G. Voilà. Vous êtes trop jeune pour ça. Merci Emmanuel pour ce clin d'œil historique. À très bientôt pour une prochaine édition et n'oubliez pas de nous retrouver également sur Digitalis Future pour les prochains événements de la Factory IoT de Digital 113. C'est que le début. À bientôt. À bientôt. Au revoir.